Les agents pathogènes. Qu'est-ce qu'un agent pathogène? Quelle est la diversité des agents pathogènes? Un agent pathogène, c'est un microbe, un micro-organisme qui peut provoquer des désordres au niveau d'un organisme, par exemple une maladie. Donc il y a autour de nous de très nombreux microbes, bactéries, virus, etc. On les appelle des micro-organismes parce qu'on ne peut les voir qu'au microscope. Micro signifie petit organisme, donc c'est un petit organisme. Donc il y en a beaucoup dans notre environnement. Ces êtres vivants, alors quand on dit être vivant, est-ce qu'on peut vraiment parler d'être vivant viral? Est-ce qu'un virus est vraiment un être vivant? Bon, on peut se poser la question en tout cas. Mais en tout cas, lorsqu'on désigne des êtres vivants très divers, microscopiques ou unicellulaires, eh bien, on parle d'agents qui peuvent être pathogènes. Alors, pas tous. On vit autour de nous, il y a de très nombreux micro-organismes avec lesquels on vit, mais qui ne sont pas pathogènes du tout. Bon, mais certains d'entre eux peuvent causer de plus ou moins graves désordres au niveau du métabolisme. Alors, donc seuls certains en fait sont capables de déclencher des maladies qui peuvent être plus ou moins pathogènes et plus ou moins graves. Alors on va se poser le problème suivant: quelles caractéristiques peut-on dégager chez ces différents groupes d'agents pathogènes? Alors nous allons essayer de voir dans un premier temps certains agents pathogènes chez les eucaryotes unicellulaires. On définira ce que ça veut dire tout à l'heure. Nous nous intéresserons ensuite aux bactéries et puis en fait nous terminerons par les virus qui sont situés à la limite du vivant. Alors est-ce que les virus sont des êtres vivants ou pas? Nous verrons ça tout à l'heure. Alors commençons par les eucaryotes unicellulaires. Alors unicellulaire, ça veut dire une seule cellule. Une seule cellule, donc unique, une cellule unique, les eucaryotes unicellulaires. Que signifie eucaryote? Alors eucaryote, on peut dire que ça s'oppose à procaryote. Les procaryotes, par exemple, ce seront les bactéries qui ont du matériel génétique qui est dispersé dans le cytoplasme et qui n'est pas contenu dans un noyau. Contrairement aux eucaryotes qui, eux, ont un vrai noyau protégeant le matériel génétique, c'est-à-dire les chromosomes, et au sein des chromosomes, donc les nombreux gènes et nombreux allèles de ces gènes. Donc certains êtres vivants, que l'on appelle eucaryotes, donc c'est-à-dire des cellules qui possèdent des organites, donc différents organites dont le noyau dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais également des mitochondries, etc., des chloroplastes lorsqu'il s'agit de cellules végétales. Donc ces êtres vivants eucaryotes sont par exemple des levures. Ce sont des champignons microscopiques qui sont unicellulaires. Alors certaines levures, comme par exemple Saccharomyces, donc on dit c'est le nom latin, Saccharomyces cerevisiae. C'est la levure, la levure de boulanger. Elle est utilisée pour produire des aliments et évidemment cette levure-là n'est absolument pas pathogène. Bon, mais d'autres levures peuvent être pathogènes. C'est le cas par exemple des levures que l'on appelle Candida albicans, qui peuvent provoquer des désordres au niveau du métabolisme. Ils sont responsables en fait d'infections que l'on appelle des mycoses. Mycose, c'est une infection par des champignons microscopiques dont ces levures, Candida albicans. Donc ces mycoses peuvent toucher la bouche, donc on parle de mycose buccale, ou toucher donc les voies génitales, donc on parle de mycose génitale, que l'on peut observer. Par exemple, si vous avez l'occasion de regarder sur internet, eh bien vous allez pouvoir voir des levures Candida albicans que vous pouvez vous amuser à observer au microscope électronique. Donc il existe une très grande diversité d'eucaryotes unicellulaires, et certains, par exemple, s'appellent paramécies. Alors les paramécies, nous en avons déjà parlé dans d'autres cours. Ces paramécies vivent de façon autonome dans l'eau ou dans les sols humides.
D'autres eucaryotes unicellulaires, par contre, vont être beaucoup plus dangereux, entre guillemets, beaucoup plus pathogènes. Il s'agit par exemple de Plasmodium falciparum, qui correspond à l'agent, qui est un agent du paludisme. Donc qui est à l'intérieur, donc ces Plasmodium falciparum vont se mettre à l'intérieur des hématies, c'est-à-dire des globules rouges. Or, connaissant la fonction des globules rouges, qui est une fonction de transport de dioxygène, eh bien, ça veut dire que le désordre métabolique au sein des globules rouges va être perturbé et le transport de dioxygène ne va pas se faire au mieux. Donc ces eucaryotes unicellulaires vont se développer à l'intérieur de notre organisme que l'on appellera hôte. C'est leur hôte, en fait, c'est l'organisme qui les protège. Donc s'il lui porte un certain préjudice, alors on dit que ce sont des parasites qui vont être responsables de cette maladie, comme par exemple le paludisme. Bon. Donc voilà, eucaryote unicellulaire, nous avons défini un petit peu ce que ça voulait dire, en parlant de certaines levures de boulanger qui ne sont absolument pas dangereuses, qui sont utilisées en boulangerie. D'autres levures qui posent beaucoup plus de problèmes sont des candida albicans, qui sont responsables par exemple de mycoses. Bon, il n'y a pas que les candida albicans. C'est simplement un exemple. D'autres êtres vivants unicellulaires, donc eucaryotes unicellulaires, comme par exemple la paramécie, bon, n'est pas dangereuse. Et par contre, Plasmodium falciparum sera l'agent du paludisme et lui est beaucoup plus dangereux. Parlons maintenant un petit peu des bactéries. Bactéries, donc le monde des bactéries. Alors certaines bactéries ne sont pas pathogènes, d'autres le sont, et d'autres encore le deviennent dans certaines conditions. Alors une bactérie, c'est un être vivant unicellulaire qui est autonome et que l'on appelle prokaryote. C'est un prokaryote. C'est-à-dire que dans les bactéries, il y a du matériel génétique, mais il n'y a pas de noyau. Bon, ça veut dire que le patrimoine génétique n'est pas protégé, il est dispersé dans le cytoplasme. Donc une bactérie, elle est constituée d'une cellule très simple, il n'y a pas de noyau et il n'y a pas d'organite. Le génome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes et de leurs allèles qui vont pouvoir s'exprimer ou non d'ailleurs, ou à un moment donné de leur vie, donc grâce à la molécule d'ADN qui va subir une sorte de décodage pour que ces gènes soient transformés, enfin donnent des protéines, par exemple, qui vont avoir une action bien spéciale au sein du cytoplasme, donc au sein du métabolisme de la cellule. Eh bien, le génome, il est directement au contact de ce cytoplasme. Donc il n'y a pas, comme chez les eucaryotes, par exemple, de mécanisme, enfin, de différence entre le noyau et le cytoplasme. Dans le noyau des eucaryotes, il y a des mécanismes qui sont en jeu dont nous ne parlerons pas ici. Par exemple, la réplication semi-conservative, la transcription, la traduction qui aura lieu dans le cytoplasme et non pas dans le noyau, alors que les mécanismes dont je vous ai parlé sont dans le noyau. Et puis il y aura une maturation, évidemment, des ARN messagers qui seront formés à partir de la transcription. Bon, ça c'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui, c'est juste une parenthèse pour dire que entre les eucaryotes et les prokaryotes, il y a des différences, mais que globalement, c'est toujours la même molécule d'ADN, puisque le langage de l'ADN est universel, entre guillemets. Ça veut dire qu'on a partout sur Terre, le vivant utilise ce décodage de l'ADN selon les mêmes principes. Alors, donc le génome est donc au contact directement du cytoplasme. Alors les bactéries se développent dans des milieux qui sont très variés. Nous savons qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a de nombreuses bactéries, notamment au niveau de ce que l'on appelle au niveau des intestins. Par exemple, il y a donc des bactéries qui vivent en permanence et qui correspondra à ce que l'on appelle le microbiote. Voilà, donc les bactéries vont se développer dans des milieux très divers, très variés,
et elles vont échanger de la matière et de l'énergie, évidemment, avec l'environnement. Comme toutes les cellules vivantes, d'ailleurs, qu'elles soient eucaryotes, prokaryotes. Certaines bactéries vont poser des problèmes de pathogénicité, elles vont être des parasites et elles vont vivre aux dépens des hôtes, donc de leur hôte, où elles vont proliférer et elles peuvent quelquefois libérer des toxines qui se révèlent être très pathogènes, donc qui vont créer de gros désordres, enfin de plus ou moins grands désordres au niveau du métabolisme. C'est le cas par exemple de certaines bactéries que vous allez pouvoir observer au microscope optique, par exemple, qui s'appellent Clostridium tetani. Clostridium tetani. Donc ces bactéries sont présentes dans le sol de toute la planète. Alors elles sont responsables de ce que l'on appelle le tétanos. Bon. Donc si par exemple vous travaillez la terre et que à la faveur d'une plaie, cette bactérie pénètre à l'intérieur de votre organisme, eh bien la toxine va pouvoir être produite et alors vous pouvez attraper le tétanos si par exemple vous n'avez pas été vacciné. C'est pour ça que la vaccination du tétanos est obligatoire dès l'enfance, dès le plus bas âge chez les enfants qui viennent de naître. Une autre bactérie qui peut provoquer également d'autres désordres, c'est Salmonella enterica, que vous pouvez vous amuser à observer au microscope électronique également. Vous allez voir qu'elles sont plus ou moins reliées entre elles. Il peut y avoir ce que l'on appelle entre elles des phénomènes de conjugaison, et puis échange de matériel génétique éventuellement. Donc ces bactéries sont pourvues en plus d'un flagelle qui va leur permettre évidemment de se déplacer. Alors, donc ces bactéries, donc Salmonella enterica, sont responsables à cause des toxines qu'elles vont libérer, donc de provoquer, donc elles sont responsables d'intoxications alimentaires qui peuvent être plus ou moins graves. Donc plus ou moins sévères et qui vont irriter la paroi de l'intestin et qui va provoquer par exemple des diarrhées, voire éventuellement des vomissements. Donc voilà pour les bactéries. Passons maintenant au virus. Alors nous allons dire quelques mots des virus. C'est quoi un virus en fait? Alors, si par exemple on prend un certain type de virus, le bactériophage, que pareil, essayez de regarder des images sur internet, eh bien, ces bactériophages vont pouvoir injecter leur ADN dans une bactérie que l'on appelle Escherichia coli. Bon. Voilà. Donc ça veut dire que le virus va rester à l'extérieur, mais que ce virus, qui est un bactériophage, c'est-à-dire phage, en gros, ça veut dire qu'il va manger les bactéries. Bon, en fait, il ne mange pas vraiment les bactéries, mais étant donné qu'ils injectent leur ADN dans la bactérie, Escherichia coli, cet ADN va être utilisé par la machinerie de la bactérie pour produire des protéines virales qui vont servir à leur tour à fabriquer beaucoup d'autres micro-organismes, beaucoup d'autres virus à l'intérieur de cette bactérie. Alors, c'est quoi un virus au juste? Eh bien, les virus, on dit qu'ils sont situés à la limite du vivant. Ils ne sont pas vraiment vivants, pas vraiment non vivants. Lorsque je vous ai pris l'exemple du bactériophage, il vient bien s'insérer sur la paroi de la bactérie et il va percer en quelque sorte un trou pour injecter l'ADN. Et ensuite, l'ADN va être utilisé par la machinerie de la cellule pour produire des protéines. Voilà, donc on voit bien là que le virus n'est pas vraiment vivant, puisqu'il injecte. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il injecte son ADN? Eh bien, ça simplement, c'est un mécanisme un peu automatique qui se fait lorsque ce virus va venir se fixer sur la paroi. Donc, le virus présente une organisation très simple. Il y a simplement une coque que l'on appelle une capside qui est formée de protéines. Protéines, on rappelle que c'est un assemblage d'acides aminés et que ces protéines sont le résultat de l'expression de certains gènes. Donc la coque, donc la capside, en fait, renferme le génome viral. Par exemple, dans le cas d'un bactériophage, le génome viral, c'était de l'ADN. Donc de l'ADN, ça peut être également de l'ARN. Il y a des virus à ADN et des virus à ARN. Et il y a donc dans cette capside diverses autres protéines qui vont être très utiles
pour que le virus puisse continuer à vivre, entre guillemets. Donc la capside de certains virus est entourée d'une enveloppe. Quelquefois, bon, ce n'est pas toujours le cas, la composition et la forme de la capside est propre à chaque virus. Bon, il y a une grande quantité de virus, et chaque virus a ses originalités. Alors, un virus, le virus lui-même n'a pas véritablement d'activité métabolique, puisque indirectement, il utilise la machinerie de la cellule hôte pour produire, en fait, un nombre très important de nouveaux virus. Donc ces virus ont toujours besoin d'une cellule, que l'on appelle une cellule cible ou cellule hôte, et il va utiliser le métabolisme et les structures cellulaires de cette cellule pour se reproduire en quantité très importante. La cellule qui va être parasitée va être contrainte par le génome viral de produire de nouveaux virus en quantité très importante, comme je viens de vous le dire. Donc les virus vont parasiter un grand nombre de cellules. Ça peut être des cellules animales, des cellules végétales, ça peut être des cellules de champignons, des bactéries elles-mêmes également. Tout à l'heure, je vous ai parlé des bactériophages. Et seuls certains virus sont pathogènes pour l'être humain. Alors tous ne sont pas pathogènes. Virus de la grippe, par exemple, c'est pathogène. Virus du sida, le Covid, par exemple. Bon. Donc vous pouvez vous amuser à regarder sur Internet donc des particules de virus, par exemple, qui vont être responsables de la grippe. Et vous allez voir qu'au niveau de la paroi, il y a de très nombreux virus qui sont en quelque sorte accolés à la surface d'une cellule humaine. Donc vous pouvez voir ça en microscopie électronique en fausse couleur. Donc un virus, c'est une enveloppe, enfin est constitué d'une enveloppe où il y a des protéines qui sont insérées dans cette membrane. Il y a une capside et à l'intérieur de la capside, il y a le génome viral. Bon. Vous pouvez également vous amuser à regarder donc, la représentation schématique du VIH, qui est le virus de l'immunodéficience humaine, donc qui est responsable du SIDA. SIDA, c'est syndrome de l'immunodéficience acquise, donc qui est acquis au cours de la vie de la personne et non pas transmise lors de la descendance en fait, mais c'est en quelque sorte un virus qui a pénétré dans l'organisme et qui va provoquer de très graves désordres métaboliques. Alors, donc les agents pathogènes, donc que ce soit virus, certaines bactéries ou certains eucaryotes, en fait, vivent aux dépens d'un autre organisme que l'on appelle la cellule hôte. Et cette cellule hôte est devenue leur milieu biologique, tout en lui portant préjudice. Donc on parle de symptômes, certaines maladies en fait, et les maladies ont leurs propres symptômes. Un ensemble de symptômes, un ensemble de symptômes est ce que l'on appelle un syndrome. Voilà, donc nous avons présenté quelques caractéristiques et quelques diversités de microbes à travers les exemples que nous avons étudiés précédemment. Et donc on met donc ces caractéristiques et la diversité des microbes vont être mis en relation avec leur mode, enfin on a essayé en tout cas de mettre en relation avec leur mode de reproduction et leur transmission dans les unités suivantes que nous verrons dans d'autres cours en fait. Voilà donc quelques exemples de micro-organismes pathogènes pour l'homme et d'autres types de relations peuvent être évoqués et seront étudiés un petit peu plus tard. Alors on peut à travers cette étude se poser quelques questions pour établir les caractéristiques des différents types d'agents pathogènes, donc la comparaison de leur organisation et de leur taille. On peut expliquer comment ils exercent une action pathogène et on peut indiquer en quoi les virus vont pouvoir s'apparenter au monde vivant mais vont se distinguer des autres êtres vivants. Alors on peut essayer de répondre de manière très simple à ces trois questions. Donc les micro-organismes ont des tailles décroissantes de 5 à quelques dizaines de micromètres pour les eucaryotes cellulaires. Alors
on a pris pour les eucaryotes unicellulaires, pardon. Donc on a pris l'exemple d'une levure et d'une levure, donc de la levure du boulanger, et puis d'un parasite qui va parasiter les globules rouges et qui était le Plasmodium falciparum, qui est lui responsable du paludisme. Donc il y a quelques nanomètres pour les virus. Donc les virus qui parasitent les cellules eucaryotes, par exemple c'est le cas du VIH et c'est le cas du virus de la grippe également. Donc les virus vont parasiter, comme je vous ai dit, donc des cellules eucaryotes, mais ils peuvent parasiter également des bactéries. Et les bactéries que nous avons présentées donc, ont une taille intermédiaire qui s'exprime en micromètres. Bon, donc certains micro-organismes pathogènes vont posséder une membrane plasmique avec un cytoplasme des organites, dont un noyau qui va renfermer leur information génétique sous forme de molécules d'ADN, qui est évidemment le patrimoine génétique propre à chaque virus, et à chaque bactérie et à chaque être vivant, par exemple unicellulaire, eucaryote. Donc, si par exemple on a une membrane plasmique, un cytoplasme, des organites, dont un noyau qui va renfermer l'information génétique, par exemple l'ADN, eh bien, alors c'est pas par exemple chez les eucaryotes, c'est de l'ADN. Alors on parlera d'eucaryotes qui peuvent être unis ou pluricellulaires. Donc il y a des eucaryotes unicellulaires et des eucaryotes pluricellulaires, évidemment. Nous, par exemple, on fait partie des organismes pluricellulaires. Enfin, on possède beaucoup de cellules, donc on fait partie des eucaryotes parce qu'on a bien un noyau dans chaque cellule qui protège le patrimoine génétique. D'autres micro-organismes, en fait, vont posséder des cellules très simples qui ne vont pas avoir de noyau et leur génome va baigner en quelque sorte dans le cytoplasme. Eh bien, ce seront les bactéries. Donc, vous voyez, on a parlé d'eucaryotes, de prokaryotes, les eucaryotes, par exemple, eucaryotes unicellulaires, par exemple la levure, Candida albicans. Bon. Certains micro-organismes, en fait, vont posséder une organisation qui sera encore plus simple et qui va posséder, par exemple, des molécules qui seront porteuses de l'information génétique, qui seront de type ADN ou ARN, mais ces virus sont incapables de s'auto-reproduire. Il faut qu'il y ait des cellules hôtes pour les accueillir. Et c'est le cas, par exemple, donc ce sont des parasites obligatoires des cellules, en fait. Certains agents microbiens vont exercer une action pathogène en se développant aux dépens de cellules qu'ils vont parasiter. Nous avons vu le cas de Plasmodium qui va se nourrir de l'hémoglobine qui est contenue dans les hématies, c'est-à-dire dans les globules rouges. Et d'autres agents microbiens vont produire des substances toxiques. Par exemple, c'était le cas lorsque l'on pouvait attraper le tétanos, c'est dû à des toxines qui sont produites par la bactérie. Et donc pour les cellules de l'organisme contaminées, eh bien ça pose évidemment un très gros problème puisque le parasitisme est flagrant. Les virus, avec leur enveloppe ou avec leur capside, disposent également d'une interface avec le milieu extérieur et possèdent également une information génétique, mais comme ils sont incapables d'auto-reproduction, eh bien il faut que cette information génétique passe par le biais de la machinerie cellulaire qui est infectée, qui est parasitée entre guillemets. Voilà, ils sont incapables de se reproduire. Ils n'ont pas d'organites évidemment qui vont permettre la production d'énergie et la synthèse de molécules. Donc là on voit bien qu'à travers tous ces exemples, eh bien, certains micro-organismes seront pathogènes, d'autres ne le sont pas ou peuvent le devenir. On a bien parlé de diversité des agents pathogènes. On a donné quelques exemples, quelques caractéristiques des différents groupes d'agents pathogènes. Et on sait que il peut y avoir parmi ces agents pathogènes donc des eucaryotes unicellulaires. Nous avons parlé de certaines levures. Nous avons parlé donc levure de boulanger qui n'est absolument pas dangereuse, ce sont des champignons microscopiques. Nous avons pris l'exemple de levures qui s'appellent donc appelées Candida albicans, qui sont responsables de mycoses buccales ou génitales.
Nous avons pris l'exemple d'eucaryotes unicellulaires qui peuvent être par exemple des paramécies, qui ne sont pas dangereuses du tout, et d'autres au contraire, comme Plasmodium falciparum, qui sera l'agent du paludisme et qui va provoquer de graves désordres métaboliques. Dans le cas du monde des bactéries, eh bien, nous avons parlé de certaines bactéries que l'on appelle Clostridium tetani, qui vont être responsables du tétanos à cause de la production de toxines qui vont avoir de graves actions au niveau du métabolisme des cellules. Nous avons parlé de Salmonella enterica, qui peut provoquer des désordres au niveau des intestins, par exemple. Donc ces bactéries sont plus ou moins pathogènes, mais lorsqu'elles se développent en quantité importante, eh bien, elles peuvent provoquer donc des diarrhées et plus ou moins de désordres et des désordres plus ou moins graves. Quant aux virus, eh bien, ils peuvent être très pathogènes, certains non, d'autres oui. Par exemple, dans le cas du bactériophage, ils vont infecter par exemple Escherichia coli, injectant en même temps leur ADN. D'autres virus, comme par exemple le virus de la grippe, vont donner tous les symptômes de la grippe et rendre l'organisme très malade. De même que pour le virus VIH, qui est à l'origine du syndrome, d'un ensemble de symptômes que l'on appelle le syndrome, qui correspondra au SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. Voilà, donc quelles sont les caractéristiques des différents groupes d'agents pathogènes? Je crois que nous avons globalement cité quelques exemples, expliqué quelques exemples plus ou moins dangereux. Bon, allez, ce cours est un peu maladroit peut-être, je vous l'avoue, mais il fallait le faire. Alors je vous souhaite très bon courage, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres cours. Ça c'est un sourire. Allez, à bientôt.